Bien, monsieur le préfet, madame le recteur, madame la présidente de la CGE, mesdames et messieurs les directeurs et directrices, chers collègues, chers amis, c'est un très grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous, d'autant plus que ce n'était pas du tout ce qui était prévu dans mon agenda initialement, et j'étais navrée de ne pas pouvoir vous retrouver comme l'an dernier, mais voilà, finalement, le hasard des choses fait que j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, et j'en suis vraiment tout à fait ravie. Je sais, parce que votre présidente me l'a dit, que plutôt qu'un long discours, vous préférez avoir un temps d'échange. Et évidemment, je trouve ça aussi beaucoup plus vivant et beaucoup plus intéressant. Vous dire simplement que, bien sûr, nous sommes toujours en train de travailler sur l'ordonnance qui va permettre la création des futurs établissements d'enseignement supérieur au service de leur territoire et de leurs écosystèmes, et que bien sûr, si vous avez des questions à ce sujet, je serai ravie d'y répondre. Et puis vous dire aussi que parmi les grands sujets que je vais aborder dans l'année qui vient, il y a celui de la lisibilité de l'offre de l'enseignement supérieur, puisque après la mise en place de la plateforme Parcoursup cette année, l'une des choses qui m'a finalement le plus frappée, c'est que cette plateforme puisse contenir plus de 13 000 formations. Et ça me paraît pas forcément très raisonnable de proposer aux jeunes un choix, j'allais dire, aussi peu lisible en termes d'offres de formation. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire de façon à simplifier l'entrée dans les offres de formation. On a côte à côte des formations dont les noms diffèrent parfois par une demi-virgule. Et je me demande vraiment comment on fait quand on a 17 ans ou 18 ans pour s'y retrouver. Donc ça fait partie du grand chantier que je vais lancer cette année. Améliorer la lisibilité de cette offre de formation, bien sûr en conservant la richesse et la diversité, mais en faisant en sorte qu'on y rentre peut-être plus par type de métier visé ou par type de grands secteurs et de grands domaines, de façon à simplifier les choses. Voilà, je ne serai pas plus longue parce que néanmoins, mon agenda s'est immédiatement rechargé de tout un tas de choses, comme vous pouvez vous en douter, et je voudrais qu'on passe le plus de temps possible à échanger. Donc, merci beaucoup de m'accueillir cet après-midi, et je suis ravie de pouvoir répondre à vos questions. Merci Madame la Ministre de nous avoir fait l'honneur de venir dans un agenda qui s'est reconfiguré depuis hier matin en fait. Donc un grand merci. Effectivement, vous avez demandé d'avoir un format plus interactif, c'est forcément certainement plus difficile. Mais donc je vais vous poser des questions qui intéressent particulièrement les grandes écoles. Je ne sais pas exactement de quel temps on dispose. Moi non plus, mais on va vous dire ça. On nous dira d'arrêter. Alors justement sur ce sujet des ordonnances. Vous savez que les grandes écoles ont vraiment cette volonté d'être des acteurs positifs et actifs dans les dynamiques de site. On est très heureux de voir cette boîte à outils polyvalente et ouverte qui est en cours, disons, de montage pour faciliter les regroupements et l'articulation, notamment des grandes écoles et des universités dans les sites. Toutefois, c'est vrai que les écoles sont quand même inquiètes sur la rédaction actuelle de l'article 5 de ce texte, puisque le régime de droit commun qui est défini dans ce texte-là dit qu'en rentrant dans un établissement expérimental, les grandes écoles vont perdre tous les attributs, vont perdre les attributs qui font leur performance, leur réactivité, leur agilité, notamment l'accréditation des livrets des diplômes, l'affectation directe des crédits par leur tutelle, etc. Donc on est inquiet, doublement inquiet, parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas contre-productif d'affaiblir les écoles au moment où elles vont rentrer dans ces groupements, d'une part, et puis d'autre part, est-ce que ça positionne pas le débat entre grandes écoles et universités de façon un peu biaisée? On va se retrouver obligé de réclamer pour que dans les statuts soit inscrit le fait qu'on puisse récupérer notre accréditation des livrets des diplômes ou l'affectation directe de nos crédits. Voilà. Donc on est très inquiet sur cette rédaction. Et on voulait avoir votre... Oui, bien sûr. Alors, d'abord, c'est vraiment tout l'objet des discussions et des échanges qui ont lieu en ce moment. Donc, comme vous avez effectivement exprimé ce qui vous semblait être une difficulté, et que moi, ma volonté, c'est vraiment de mettre à disposition des établissements la boîte à outils idéale pour que tout le monde s'y retrouve, et en respectant au maximum les demandes des uns et des autres, mais en faisant en sorte néanmoins qu'il y ait quelque chose derrière. Donc, je crois qu'on est en train de travailler sur cet article, et la version qui sera présentée au CNESER sera une version dans laquelle on ne parlera pas
de, j'allais dire, droit commun et dérogation possible dans les statuts, mais où on indiquera simplement que les statuts prévoient l'organisation entre les différents établissements qui s'associent pour former ces nouveaux établissements. Donc voilà, c'est vraiment tout l'objet, hein, c'est des échanges qui ont pu avoir lieu au long de ces dernières semaines avec mon cabinet, c'est justement d'éviter. Il faut à la fois faire une ordonnance qui soit la moins verbeuse possible, parce que plus on va rajouter de choses dedans, plus ça rajoute potentiellement des contraintes selon comment on lira les mots qui seront agencés dans l'ordonnance. Et puis, et donc c'est vraiment tout l'objet. Et d'un autre côté, il faut aussi qu'on puisse faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise, puisque vous le savez, c'est une conviction que je porte depuis longtemps. Le principal, c'est le projet commun et l'ambition commune, qui eux, évidemment, ne devront souffrir, j'allais dire, d'aucune vraiment devront être totalement harmonisés. Donc vous le savez, il y a des établissements qui vont utiliser cette ordonnance pour répondre notamment aux attentes du jury IDEX, qui a signalé pour certains établissements que finalement la juxtaposition d'entités ne leur paraissait pas suffisamment intégrateur pour justifier que ce soit ces regroupements puissent s'appeler établissement vraiment. Vous savez qu'on a aussi la question de nos amis qui font le classement de Shanghai, qui finalement estiment que la juxtaposition d'établissements ne peut pas être identifiée comme un établissement, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres classements internationaux. Donc voilà, il faut que chacun puisse trouver de quoi porter son projet, et qu'ensuite ces établissements soient reconnus en tant qu'établissements. Voilà, donc j'espère que de ce point de vue-là, la nouvelle formulation vous conviendra mieux. Voilà, sachant que de toutes les façons, c'est une immense à la fois liberté et responsabilité, et que dans le même temps, beaucoup de gens me demandent de définir la liberté, si je puis dire. Ah, ça c'est... Alors, moi, dans le contexte de Sciences Po, je dois avouer que ça a un petit côté délicieux. Éventuellement, si vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils proposent, parce que vraiment, ça m'intéresserait de le savoir. Voilà. Très bien, merci. On continue comme on avait prévu. On ne leur demande pas ce qu'ils proposent. Donc en fait, écoutez, c'est comme vous voulez. Hein. On est très heureux d'entendre ce que vous venez de nous dire, parce que c'est une demande qu'on avait portée. Effectivement, on a eu, et je vous en remercie, la possibilité en tant que CGE de discuter ce texte-là, mais c'était un des points qui était resté non répondu à notre sens, et qui nous semble de nature à repositionner le débat de façon beaucoup plus positive pour les écoles. Alors il y a aussi la question un peu corollaire de la signature des diplômes. Vous savez qu'on est... Alors, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu, parce que les écoles entendent mais enfin, qu'est-ce que ça vous coûte que vos diplômes soient signés par l'université cible ou l'établissement, etc. Et pour nous, c'est un vrai sujet, et on aimerait qu'il soit posé sur la table, parce que pour nous, la signature d'un diplôme, c'est identitaire, c'est une colonne vertébrale qui dit signature, ne dit pas logo, mais dit bien contrôle sur la gouvernance, le processus des diplomations et toute l'autonomie pédagogique. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. Et là, je crois aussi que, d'abord, ce serait peut-être, enfin, j'imagine que vous êtes en lien notamment avec la CDFI, mais c'est quelque chose qui se pratique tellement naturellement, j'allais dire, dans les écoles d'ingénieurs, où effectivement on a, lorsque les écoles d'ingénieurs sont composantes des établissements, ce qui arrive relativement souvent, où on a double signature, ce qui n'empêche pas évidemment que le projet pédagogique de l'école, sa gouvernance, la façon dont sont organisées les formations, etc., est un processus d'accréditation particulier au travers de la CTI, etc. Donc là aussi, je crois que ce qui est important, c'est que si on replace peut-être l'étudiant au cœur du système, je crois, moi, que c'est très important qu'un étudiant puisse, aussi bien et en fonction de la personne à qui il s'adresse ou de l'établissement auquel il s'adresse, se revendiquer d'une école et
se revendiquer d'avoir un diplôme de cette école et se revendiquer d'avoir un diplôme d'un établissement qui peut aussi lui ouvrir d'autres portes et lui permettre d'accéder plus facilement à d'autres établissements. Donc pour moi, la double signature des diplômes, c'est vraiment... vous voulez pas qu'à un moment, on peut leur parler, hein, parce que sinon ils vont nous embêter tout le long. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très classique et visiblement, ça ne pose pas de problème sur les écoles d'ingénieurs. Et donc voilà, je pense que... Pour nous, c'est un vrai sujet. On a fait un peu le tour et les situations sont très diverses entre écoles internes, écoles externes, écoles, etc. Mais c'est un vrai sujet. On souhaiterait le mettre sur la table. On s'est effectivement rencontré avec la CDFI et la CTI et il nous semble que c'est pas immédiat. Il faut qu'on en discute. Hein. Voilà. Donc nous, le message qu'on porte aujourd'hui, c'était mettre la question sur la table et savoir tout ce que ça emporte derrière et justement ce qu'on veut construire ensemble. Parce que ce qui est important, en tout cas moi, il me semble que ce qui est important, c'est que effectivement, et pour reprendre les remarques qui ont pu être faites par les uns ou par les autres, il ne s'agit pas de rejuxtaposer un certain nombre de choses. Donc qu'il y ait des diplômes qui soient communs, qui soient co-signés. Enfin, vous voyez, je pense qu'on peut absolument parler de ça, mais ça me paraît vraiment important aussi. De bien considérer que c'est aussi une forme d'engagement des écoles dans la construction de l'établissement, puisque le rayonnement des écoles sur les autres membres du futur établissement et réciproquement, c'est quelque chose qui me paraît important. Voilà. Et c'est pour nous un vrai sujet, effectivement. Alors juste, peut-être avant les étudiants, continuer sur cette question de diplôme, hein, si vous voulez. Qui est un sujet qui est brûlant pour nous, puisqu'on est poussé par la demande, c'est la question un peu technique, mais du grade de licence pour le bachelor. Donc on vous a écrit récemment à ce sujet, donc oui, c'est peut-être j'ai bien un peu... reçu ça. Voilà, donc c'est très très récent, je précise pour les écoles. C'est un sujet qu'on a depuis longtemps, mais le courrier n'est parti que mardi. Je reconnais que j'en ai pris connaissance. Et qui est un véritable enjeu pour l'attractivité internationale de notre enseignement supérieur, pour la lisibilité par rapport aux familles, aux étudiants, pour un gage de qualité pour les entreprises, les familles, les étudiants. Bon, je pense qu'en fait, là, vous rejoignez une de mes préoccupations, hein, qui est vraiment la lisibilité de l'offre de formation. Et ça, il me semble quand même que c'est une responsabilité collective que de faire en sorte qu'on soit capable, enfin que les familles et les étudiants soient capables de distinguer les écoles, les formations et les diplômes synonymes entre guillemets de qualité d'autres formations et diplômes qui parfois honnêtement le sont beaucoup moins. Et c'est la difficulté de prendre une décision générale sur le bachelor, puisque vous savez comme moi qu'il suffit de faire agréer une pièce comme capable de recevoir du public, mettre une plaque sur la porte et dire qu'on délivre un bachelor de l'institut de je ne sais quoi qui a été créé ex nihilo. C'est quand même un vrai sujet de l'enseignement supérieur. Donc évidemment, on a les ESPIG qui ont un label particulier, mais au-delà, il y a aussi des écoles qui ne sont pas ESPIG, et il me semble que ce qui est important, c'est de travailler ça. Après, j'entends bien la reconnaissance qu'a le diplôme de bachelor au niveau international. Néanmoins, au niveau européen, on est sur le LMD, on est sur le 3-5-8. Donc il faut aussi faire très attention qu'au final, en France, on ne se remette pas à développer une offre de formation qui ne soit pas sur les standards 3-5-8 qu'on développe en Europe, même si je sais que dans de très nombreux autres pays, on n'est pas sur un standard 3-5-8. Mais c'est le standard qui a été choisi pour l'Europe. Donc ça aussi, ça me paraît important. Puis la question de l'offre de formation et des diplômes, je pense que c'est une question qu'il faut voir dans sa globalité. Alors, vous pouvez vous renseigner au moins auprès d'une personne présente dans cette salle sur la possibilité d'avoir en fait des diplômes qui s'articulent entre des diplômes nationaux et des diplômes d'école. C'est la même chose évidemment que ce soit sur le cycle L bachelor, sur le cycle master ou sur le cycle doctorat. Et je crois que ça fait partie des signes forts des établissements qui se mettent ensemble pour porter un projet que d'être capable de co-construire. Après, évidemment, c'est un sujet qu'il faudra qu'on ouvre. J'entends bien la difficulté. Moi, évidemment, pour moi, une formation d'enseignement supérieur, c'est évidemment un critère de qualité, c'est l'articulation à la recherche. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui
qui est essentiel parce que c'est ce qui qualifie dans le monde entier les études supérieures, c'est le fait d'avoir cette articulation formation-recherche. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est important. Enfin voilà, je crois qu'il faut qu'on définisse un certain nombre de choses et qu'on avance sur ces questions. Mais je suis évidemment totalement ouverte. Qui pose la question plus générale, en fait, dans la conférence des grandes écoles, de la reconnaissance des formations délivrées par les grandes écoles, indépendamment de leur statut, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, et qu'on ait les reconnaissances qui vont bien en termes de grade de diplôme, que ça soit lisible et compréhensible. C'est important aussi pour la mobilité c'est un débat des étudiants. On avait déjà abordé ouais. En disant, voilà, il n'y a pas avoir une approche un peu plus globale et cohérente. Mais après évidemment, si vous arrêtez de sélectionner, comme le réclament les étudiants de Sciences Po, alors peut-être qu'on va se retrouver dans une configuration différente. Non, je rigole, mais vous savez bien qu'il y a quand même ce sujet-là qui est très important. Et, si. Mais je crois... Voilà. Pardon, on me demandait si on faisait rentrer les étudiants. Juste on va pas en faire rentrer 12. Le lien avec les étudiants, on avait correctement, je sais pas, ou je peux les voir en partant. C'est comme vous voulez. On peut les faire rentrer, mais non. Alors juste donc une petite question peut-être pour faire la transition. Je sais pas, c'est pas moi qui décide là en l'occurrence, c'est la. Je vois des. Hein, mais alors pour faire le lien, c'est la ministre qui décide. Pour faire le lien avec Parcoursup, on avait une dernière question très précise et très importante pour... Et Laurent Champanet, où est-il, va vous poser cette question-là sur Parcoursup. Vous savez qu'on s'est beaucoup impliqué dans la réussite de Parcoursup comme outil d'orientation, la réforme du bac, tout ça nous intéresse énormément puisqu'on en discutait aujourd'hui. Ces profils arrivent ensuite dans l'enseignement sup, les écoles, les universités. Mais là, c'est une question beaucoup plus précise. Laurent. Alors, je préside la commission amont de la CGE. Et d'abord, je voudrais, première chose, vous remercier pour la qualité des échanges qu'on peut avoir maintenant avec vos services sur les évolutions de Parcoursup pour 2019, parce qu'on a vraiment un travail qui est très sympathique ensemble. Je voulais poser une question sur la question de l'attractivité internationale de nos formations, qui est une question qui intéresse vraiment tout le monde ici. Et on a des inquiétudes, des interrogations sur l'impact de Parcoursup sur l'attractivité dans les deux sens. Est-ce que le système Parcoursup peut rebuter des candidats étrangers? Donc, est-ce qu'il y a la volonté de les mettre ou pas dans Parcoursup? Et inversement, est-ce que la raideur du système qui est due au nombre de formations dedans pourrait inciter des candidats français à partir à l'étranger plutôt que de rester dans nos établissements? Alors, c'est pour la question de est-ce que ça peut inciter des candidats à aller étudier à l'étranger, c'est pas du tout ce qu'on observe, puisque en fait globalement on a observé en termes d'affectation au travers de la plateforme une augmentation qui est totalement corrélée à l'augmentation du nombre de bacheliers. Donc globalement, je pense pas que ça a eu un impact quelconque. Il y a toujours des jeunes qui veulent partir étudier à l'étranger, c'est aussi très bien. Et d'ailleurs, très souvent, vos écoles contribuent à faire les premières marches qui leur permettent de mûrir suffisamment pour ensuite avoir une expérience internationale. Et c'est évidemment très important. La plateforme, en fait, elle est ouverte. C'est-à-dire que n'importe quel étudiant international peut utiliser la plateforme pour candidater et pour y déposer son dossier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a quelque chose comme un peu plus de 800 000 candidats, alors qu'en fait on a 630 000 bacheliers. La différence, c'est à peu près 100 000 jeunes qui sont en réorientation, et donc ça évidemment c'est ce contre quoi on essaye aussi de lutter, puisque la réorientation dans le même établissement, elle n'a pas vocation à passer par la plateforme. Ça, c'est vraiment une réorientation, c'est-à-dire un changement complet de type d'études. Et donc ça, évidemment, c'est important. Et puis, donc, la différence, ce sont des étudiants internationaux qui utilisent la plateforme. Et on n'a pas encore regardé complètement les statistiques, mais en tout cas, sur le transfrontalier, cette année, ça a été relativement important. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Oui? Vous acceptez de prendre encore quelques questions? Oui, bien sûr. Ouais. Merci. Bonjour Madame la Ministre. Thierry de Bazancourt, IMT Minales. J'ai une question relative au coût des scolarités, puisque
j'ai compris que le coût de scolarité en grande école était souvent, disons, critiqué, et qu'il aurait même été question dans une loi de finances de fixer des objectifs de réduction générale de ce coût de scolarité, en tout cas pour les écoles qui sont avec une part importante de budget public. Et donc, enfin, voilà, Il me semble que c'est pas complètement ce que j'ai fait cette année, notamment. Mais peut-être que vous l'avez lu quelque part, effectivement. Voilà, donc, non, mais j'espère me tromper, et j'apprécie votre retour, parce que moi, j'ai été extrêmement choqué en découvrant ça, compte tenu du fait que, en fait, on peut avoir, et je crois qu'on a tous ici, le souci du bon usage des deniers publics qui nous sont confiés. Mais une scolarité de qualité, ça requiert des moyens. Et la concurrence de formation, elle se fait avec des écoles à l'étranger qui ont des moyens encore bien supérieurs aux nôtres. Et donc voilà, je voulais vous faire part de cette préoccupation et savoir si, en tout cas, donc vous nous avez donné votre sentiment, je vous en remercie, voilà, et savoir si, en tout cas, si ça devait rester dans une loi de finances ou si on pouvait l'en faire sortir. Alors, je ne pense pas que ce soit inscrit dans la loi de finances. Enfin, non, pas dans celle de cette année. Je pense que c'est dans une loi organique. Enfin, je suis quasiment sûr que non. Normalement, je la connais encore à peu près. Ce que j'ai fait et ce que je continuerai à faire, et je pense que c'est la réponse très claire qu'on a dû vous apporter, en tout cas au niveau du cabinet, c'est que évidemment, il faut que ces droits d'inscription, à un moment, soient discutés, s'accompagnent d'une mise en place d'une politique sociale qui soit visible, etc. Parce qu'il ne faudrait pas que les droits d'inscription empêchent un certain nombre de jeunes d'accéder à des écoles. Et donc ça, évidemment, c'est une chose à laquelle nous sommes très attentifs. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a ressollicité la BPI pour la mise en place de prêts à taux zéro. C'est pour ça qu'on regarde aussi comment on peut accompagner au mieux toutes les initiatives qui vont vers plus de mixité sociale dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Et c'était d'ailleurs l'objectif du quota de boursiers, etc., qui a été prévu dans la loi orientation et réussite des étudiants. Après, ce qui est très clair, et vous avez raison de le rappeler, c'est que lorsqu'on a une activité internationale, malheureusement, comme peu de gens comprennent le système français qui veut que l'État subventionne énormément l'enseignement supérieur. Quand on affiche les tarifs de l'enseignement supérieur, il faut vite expliquer à nos collègues que en fait c'est beaucoup plus cher que ça, mais que c'est très subventionné, ce qui selon les pays se comprend ou ne se comprend pas du tout d'ailleurs. Et on voit que ça c'est une première difficulté. Et puis après, là encore, quand j'évoquais la lisibilité de l'offre de formation et la régulation en termes de lisibilité de l'offre de formation, malheureusement, pour un certain nombre de nos concitoyens, et parce que là aussi, peut-être qu'il faut qu'on prenne plus le temps de l'explication, plus c'est cher et meilleure est la formation, y compris en France. Donc c'est déjà l'impression naturelle, j'allais dire, dans les pays étrangers, et même encore en France, c'est quelque chose qui reste. Donc je crois qu'il faut être capable, alors je ne sais pas sous quelle forme, d'afficher le coût réel d'une formation et d'afficher le taux de subvention de la formation en question par l'État en fonction du type d'établissement, etc. Mais tout ça, ça fait partie justement de la lisibilité dont nous avons besoin et qu'il faut grandement améliorer parce qu'elle est grandement perfectible sur les établissements d'enseignement supérieur en France. Et d'ailleurs, Franck, oui, je voulais poser une question sur l'apprentissage, mais c'est peut-être la même, non? Vas-y. Moi, je voulais revenir sur Madame la ministre sur le grade de licence pour les bachelors des grandes écoles. Je suis un jeune européen, je suis un jeune international et j'aime la France. Et je suis très marqué par le discours du président de la République qui promeut la mobilité européenne. Et je lis dans la presse internationale que le Financial Times, par exemple, met en avant les 25 grandes business schools au top
des classements internationaux. J'aimerais venir étudier dans une business school française qui fait partie de ces 25 plus grandes business schools reconnues à l'international par les entreprises. Et la France ne veut pas peut-être, me donner ce grade de licence, comme je pourrais d'ailleurs l'avoir dans une autre université française. Et je ne viendrai pas étudier en France. Pourquoi ? Justement, à cause de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire je propose un bachelor. Et à partir du moment où on dit le bachelor vaut grade de licence, il y aura y compris des formations qui, à mon sens, ne valent pas grade de licence, qui pourront prétendre l'avoir. Donc c'est un travail vraiment que nous devons faire et qui me semble être de la responsabilité collective que de définir ce qu'est un bachelor donnant un grade de licence. Et là, évidemment, ça va être vite fait pour vos écoles, si je puis dire, mais ce sera peut-être beaucoup moins vite fait pour d'autres écoles. Et en tout cas, c'est ce qui m'empêche aujourd'hui de dire qu'un bachelor donne droit à un grade de licence, parce qu'on ne contrôle absolument pas en France ce qu'est un bachelor. Et c'est très nombreux accréditeurs internationaux qui le font. Oui, la demande de la CGE, c'est bien ça, c'est de pouvoir l'avoir dans le contexte d'un cadre d'accréditation, d'un système. Il faut monter ce système d'accréditation mais cohérent. Comme vous l'avez justement fait remarquer, il me semble que le courrier doit être daté du 2 2 octobre. Donc, voilà. je suis agile, certes, voilà. Mais... C'est vrai que là, on est un peu exigeant, mais on voulait attirer encore votre attention là-dessus. C'est vrai que, mais l'idée est bien de dire, au contraire, hein, d'avoir un système d'accréditation qui permette de faire le tri et d'éviter cette prolifération de formations qui vont s'intituler bachelor, mais qui ne seront pas un gage de qualité pour les familles, les entreprises. Alors, par rapport au coût des formations, on avait aussi, sur le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, on a aussi dans un autre sujet qui préoccupe beaucoup les grandes écoles aujourd'hui, c'est l'apprentissage, hein, comme nouveau modèle pédagogique, comme nouveau modèle de lien à l'entreprise, comme levier pour l'ouverture sociale. On veut passer de 15% de nos diplômés par la voie de l'apprentissage, ce qui est le pourcentage à l'heure actuelle en moyenne, hein, mais il y a des écoles qui sont déjà 25%, à 25% en moyenne des diplômés par la voie de l'apprentissage dans les grandes écoles, et pourquoi pas dans tout l'enseignement supérieur. Mais l'idée, c'est de dire... si on n'a pas le modèle économique qui va bien derrière, si ces financements, si dans le cadre des réformes actuelles, on n'arrive pas à avoir un financement suffisant des formations d'apprentissage, un certain nombre d'écoles ici présentes savent qu'elles vont se désengager de l'apprentissage. Et on voulait avoir un petit peu votre position sur ce... Parce qu'il s'agit bien d'apprentissage dans le SUP. Il y a beaucoup de débats souvent de dire est-ce que c'est vraiment... Et nous, on a montré à quel point ça répondait à tous les enjeux. Et c'était surtout un nouveau modèle pédagogique. Oui, moi je défends complètement l'apprentissage comme nouveau modèle pédagogique, et je le défends même à tel point que, y compris dans les réflexions qui ont été menées avec Jean-Michel Blanquer et avec Muriel Pénicaud, j'ai proposé de prendre l'attractivité de l'apprentissage dans le supérieur pour regarder comment on redéfinit un apprentissage attractif sur les niveaux pré-bac. La réalité, c'est que, bon, d'abord, la partie hors quota, et vous le savez, on a beaucoup travaillé sur cette question, et c'était très important, a été chiffré, a été estimé. Mais au-delà, sur la partie quota, l'objectif a été de quelque part, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'intermédiaires. Et donc, il n'y a pas de... Si vous voulez, l'apprentissage, c'est quand même un système qui est particulier, et particulier dans le bon sens, hein, puisque on a des financements qui couvrent largement actuellement ce qui est dépensé pour les apprentis. Et d'ailleurs, c'était tout le sujet, hein, c'est que les régions, en général, devaient autoriser l'ouverture de formations en apprentissage, ce qui fait que parfois des branches n'arrivaient pas à ouvrir ou à trouver un partenaire pour ouvrir des formations en apprentissage, parce que pour une raison X ou Y, ça restait bloqué quelque part dans un des tuyaux de la région. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit beaucoup plus souple et beaucoup plus facile. Vous avez tous, enfin j'imagine, je suis sûre de ne pas me tromper, vous avez tous des relations particulières avec le monde de l'entreprise, privilégiées avec le monde de l'entreprise. Il n'y a pas de raison que les entreprises ne vous fassent plus confiance quelque part pour la partie de formation théorique de leurs apprentis. Donc vraiment, toute la philosophie de départ a été de dire comment est-ce que l'on fait justement pour que le lien soit plus direct
et que quelque part, il y ait moins de déperdition du financement de l'apprentissage sur des objets qui finalement servaient plus ou moins en réalité l'apprentissage. C'était vrai dans le SCO et c'était, je l'avoue, moins vrai dans le SUP. C'est pourquoi on a plein d'écoles dans le SUP, par exemple, qui sont des OPCA et qui, de fait, savent comment on récupère les financements de l'apprentissage. Et l'idée, c'est que globalement, toutes les écoles aillent vers ce statut et puissent être collecteurs directs. Il y a un sujet, évidemment, sur les écoles consulaires qui est particulier, puisque la taxe transitée, y compris par les écoles, par les chambres de commerce et d'industrie, et qu'ensuite il y avait une forme d'équilibre qui se trouvait de cette façon-là. Là, on est évidemment attentif, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a toute l'année 2019 pour construire la tuyauterie et regarder comment, évidemment, on ne met pas en péril les modèles économiques des écoles consulaires. Voilà. C'est un sujet vraiment important, puisque c'est vrai que selon les cursus, donc comme nous ne sommes pas dans la gouvernance de France Compétences, nous sommes vraiment demandeurs de pouvoir être associés à toutes les réflexions qui vont avoir lieu sur le calcul des coûts pour les cursus, ça, en prenant en compte leur diversité, parce que non, mais ça, c'est très selon important. Les formations, et puis les formations transverses, etc., il y a vraiment beaucoup de questions, et on est prêt à contribuer. Au-delà de ça, hein, enfin, pour que ça tienne la route. Oui. Et puis, ce qui me paraît important aussi, c'est que, évidemment, que le calcul soit fait par branche sur des formations en apprentissage pré-bac, ça a du sens. Que ce soit fait par branche sur des formations dans le supérieur et, par exemple, des formations de management, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que qui va définir le coût, si je puis dire? Est-ce que on demandera à l'apprenti, ou ce sera en fonction de la branche de l'entreprise qui emploiera l'apprenti? On ne peut pas avoir des coûts différents au sein d'une même formation. Donc là, l'idée, c'est plutôt moi, en tout cas, c'est ce que je pousse. Mais effectivement, je suis sûre que vous avez plein d'arguments pour m'aider dans ces discussions, à ce qu'il y ait un coût du contrat dans le supérieur pour des formations au-delà de Bac+3. Jusqu'à Bac+3, on peut considérer que ça reste en général très professionnel dans le sens articulé à une branche, et encore pas toutes les formations. Et peut-être qu'il faut qu'on travaille différemment au-delà du Bac+3. Enfin, en tout cas, toutes ces choses-là sont en cours de discussion. Et évidemment, j'y suis attentive, quoi. C'est vraiment un énorme enjeu sur bien sûr, un changement systémique dans les grandes écoles. Oui. Et on a peur d'un abandon, enfin d'une sortie de l'apprentissage pour les écoles si ce qu'on met au point ne tient pas la route. Moi, honnêtement, au regard de l'appétence des entreprises pour les formations en apprentissage dans le supérieur, qui ont quand même augmenté de plus de 40% ces dernières années, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup les entreprises considéreraient que les formations du supérieur sur contrat pro ou en alternance ne leur conviendraient plus. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on en arriverait là. On a plutôt tout à reconstruire sur le pré-bac, mais sur le supérieur, on est plutôt dans une dynamique positive. Et d'ailleurs, il faut comprendre les raisons de cette dynamique positive. Mais globalement, moi, quand je discute avec des chefs d'entreprise sur la question des apprentis, leur premier sujet, c'est que les jeunes qui arrivent, alors on va prendre l'apprentissage en lycée professionnel, les jeunes qui arrivent en première année en lycée professionnel, très souvent ils sont jeunes, parce qu'il y a de moins en moins de phénomènes de redoublement. Donc voilà. Et puis les entreprises disent que c'est très compliqué parce qu'il y a un manque de maturité. Donc il y a carrément très souvent, en fait, la première année on ne se fait plus en apprentissage, et c'est seulement la deuxième et la troisième année du bac pro qui se font en apprentissage. Donc voilà, je crois qu'il faut regarder en fait la dynamique de l'apprentissage, mais surtout ce qui est important pour nous, et quand je dis nous, c'est vraiment les trois ministères impliqués sur cette question. Ce qui est très important, c'est qu'il faut arrêter de dire que on part sur des filières en apprentissage avant le bac parce qu'on n'est pas bon à l'école. Tant qu'on sortira pas de ça, tant qu'on n'aura pas des jeunes qui voudront se diriger vers des grands champs de formation via l'apprentissage, parce que c'est une pédagogie qui leur convient, parce qu'on rentre plus par le savoir-faire et le savoir-être
pour aller vers le savoir. Tant qu'on n'aura pas réussi ça, la question de l'apprentissage n'aura pas été correctement posée. D'où l'idée de travailler sur des campus dans des grands champs de métiers dans lesquels on peut rentrer et se former sur des diplômes pré-bac, bac ou post-bac jusqu'à bac+5. Et c'est ça qu'il nous faudra construire, je crois, pour vraiment que les jeunes choisissent un champ de métier que l'on aborde, quel que soit le niveau d'études, par l'apprentissage. Et c'est ça qui remettra, je crois, en valeur l'apprentissage. Tant qu'on n'aura pas réussi ça, on aura toujours... et c'est l'objet, c'est tout l'objet de la réforme du bac. Enfin, vraiment, c'est qu'il faut qu'on ait des systèmes qui reconnaissent, en fait, les qualités de chacun. Et il n'y a pas que le conceptuel et que la capacité à analyser des concepts qui est un talent, entre guillemets, valorisé et valorisable. Il y a aussi tout un tas d'autres choses que la capacité à conceptualiser, qui est quand même ce que l'on met en avant très souvent dans les formations du supérieur. Ça a été très exactement les sujets qui ont été développés ce matin. Alors, pas spécifiquement sur l'apprentissage, mais toute la question des compétences, de l'apprentissage par le faire, par le... c'est pas simplement le concept. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'ensemble supérieur du 21e siècle. Si on ne réussit pas ça, alors oui, on sera complètement à la traîne. On est en plein dans ce sujet, puisque vous le savez, notre congrès porte sur les transformations sociétales. On était vraiment exactement sur ce type de discussion. Et c'est vrai que l'apprentissage est aussi pour nous le modèle du 21e siècle, pour un modèle très important, disons, dans nos systèmes d'enseignement supérieur. Donc on est heureux d'entendre la priorité qui est accordée. Mais on est toujours vigilant sur les questions de coût, parce que malgré tout, c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà. Donc bon, il va falloir arrêter. Eh oui. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie au nom de toute la... Voilà.